La pluie tambourinait contre le pare-brise tandis que l'ancienne Volkswagen de Margot Bellamy gravissait en crachotant l'allée de gravier. Elle avait 2 heures de retard. L'enterrement avait eu lieu la veille, un mardi qu'elle avait passé à ranger les livres retournés et à aider Madame Patterson à trouver des romans policiers en gros caractères. Elle n'avait pas été présente. Son père, Harold Bellamy, armateur et bourreau de travail notoire, n'aurait pas remarqué son absence. Il remarquait à peine sa présence depuis 20 ans. Le domaine Bellamy se dressait devant elle, un monument gothique à l'argent ancien et aux vieilles rancunes. Margot coupa le moteur et resta immobile un instant, regardant la pluie dessiner des motifs sur la vitre. Elle avait reçu un message urgent de Theodore Pembroke, l'avocat de son père, à 7 heures du matin. Présence requise pour la lecture du testament. 9 heures précises. Ne soyez pas en retard. Elle était en retard. Elle était toujours en retard pour tout ce qui comptait pour les Bellamy. Margot attrapa son portefeuille usé et se précipita sous l'averse. La massive porte en chêne s'ouvrit avant qu'elle n'ait pu frapper. Theodore Pembroke se tenait dans l'embrasure. Sa barbe d'argent était impeccable, son expression impénétrable derrière des lunettes à monture métallique. « Miss Bellamy, dit-il, sa voix portant des décennies de précision juridique. Nous vous attendions. »« Pardon, je suis là. » Il se tourna, n'attendant pas son explication. La bibliothèque était exactement telle que Margot s'en souvenait lors de ses visites d'enfance. Toujours les mêmes boiseries sombres et les livres reliés en cuir que personne ne lisait. Les suspects habituels étaient entassés dans les fauteuils. Sa belle-mère, Patricia, épongeant ses yeux secs avec un mouchoir. L'oncle Desmond, le frère cadet d'Harold, vérifiant son téléphone avec une impatience à peine dissimulée. Et Victoria. Victoria Bellamy trônait là, telle une reine présidant sa cour. Son tailleur haute couture coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Margot. À 35 ans, Victoria était tout ce que Margot n'était pas. Impeccable, sûre d'elle et absolument impitoyable. Elle était la fille de Patricia d'un précédent mariage, adoptée par Harold quand Margot avait 12 ans. À partir de ce jour, Margot était devenue invisible. « Comme c'est gentil de vous joindre à nous, Margot, » dit Victoria. Son sourire était aussi tranchant que du verre taillé. Nous discutions justement du fait que Père disait toujours que la ponctualité est une marque de respect. Margot se glissa dans le seul fauteuil vide, douloureusement consciente de son cardigan humide et de ses chaussures usées. « J'avais du travail à la bibliothèque, » murmura-t-elle. « Du travail à la bibliothèque, » répéta Victoria, donnant à cette phrase la consonance d'une maladie particulièrement désagréable. « Comme c'est charmant, ma chère. » Théodore l'interrompit en s'installant derrière le bureau massif en chêne. Il ouvrit une mallette en cuir avec une minutie délibérée. Pouvons-nous continuer ? La lecture du testament se déroula exactement comme Margot s'y attendait. L'oncle Desmond reçut un généreux fonds en fiducie. Patricia obtint la maison de ville à Londres et une pension à vie. Victoria hérita de la compagnie maritime, Bellamy Maritime Holdings, d'une valeur d'environ 300 millions de livres, ainsi que du portefeuille d'investissement familial et d'un réseau de propriétés à travers l'Europe. Margot attendit que son nom soit prononcé. Quand Théodore le dit enfin, elle sentit les regards de tous se tourner vers elle. « À ma fille Margot Elizabeth Bellamy, » lisait Théodore, sa voix soigneusement neutre. « Je laisse le reste de mes biens, y compris tous mes effets personnels, le contenu de mon bureau privé et la propriété connue sous le nom de Whitmore House, avec tous les meubles et biens qui s'y trouvent. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Whitmore House ?» La voix de Victoria tremblait d'incrédulité. Cette ruine délabrée sur la côte. Père n'y était pas allé depuis des décennies, poursuivit Théodore comme si elle n'avait pas parlé. De plus, mademoiselle Margot Bellamy doit recevoir le contenu du coffre-fort 742 à la Coutts Bank à Londres, qui doit être accessible en privé dans les 30 jours. L'esprit de Margot tournait. Whitmore House, c'était l'endroit où elle passait ses vacances d'été avec sa mère, avant que le cancer ne l'emporte. Elle avait 8 ans la dernière fois qu'elles y étaient entallées. Sa mère était trop faible pour monter les escaliers. Après la mort de sa mère, Harold avait fermé la maison à clé et n'en avait plus jamais parlé. « C'est absurde !» s'exclama Victoria, son sang-froid se fissurant. « Une maison abandonnée sur la côte, voilà ce qu'elle obtient. »« Le testament est clair, » dit Théodore. L'oncle Desmond ricana. Au moins, Harold a eu le bon sens de laisser les vrais actifs à quelqu'un de compétent. Margot ressentit la douleur familière du mépris, mais sous celle-ci, autre chose s'agitait. La curiosité. Pourquoi Whitmore House ? Pourquoi maintenant ? Et que contenait ce coffre-fort ? S'il n'y a rien d'autre, dit-elle doucement en se levant. Attendez. La main de Théodore sortit de la mallette, tenant une petite enveloppe jaunie par le temps. Votre père a laissé des instructions spécifiques. C'est uniquement pour vous.
Margot la prit, sentant le poids des regards de tous. Les yeux de Victoria brûlaient de suspicion. Dehors, la pluie avait cessé. Margot s'assit dans sa voiture et, les doigts peu tremblants, ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient une clé et une note de l'écriture anguleuse de son père. « Margot, pardonne-moi. La vérité est dans les murs. HB. » Elle fixa la clé. Son laiton était usé par le temps. Margot sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pendant 20 ans, elle avait été la fille oubliée, le personnage secondaire, la fille qui avait choisi les livres plutôt que les conseils d'administration. Mais les derniers mots de son père suggéraient qu'elle s'était trompée sur tout. La fille oubliée était prête à découvrir le complot au tribunal. 3 mois après la lecture du testament, Margot se tenait dans les salles de marbre de la Cour royale de justice, se sentant comme une usurpatrice dans son tailleur emprunté. La vérité qu'elle avait découverte à Whitmore House l'avait conduite ici, sur un champ de bataille juridique où Victoria utilisait la fortune de son père comme une arme. L'assignation était arrivée 6 semaines plus tôt. Victoria Bellamy contre Margot Bellamy, contestation de la capacité de tester et influence indue. Victoria affirmait que leur père était mentalement incapable lorsqu'il avait rédigé son dernier testament et qu'il avait été induit en erreur par une fille soudainement réapparue après des années d'éloignement. C'était un mensonge, mais un mensonge soutenu par suffisamment d'argent devenait la vérité. Miss Bellamy, la voix d'une femme coupa le fil de ses pensées confuses. Nous siégeons dans la salle d'audience numéro 7. La juge Helena Cross était une figure redoutable, la cinquantaine, les cheveux gris tirés en arrière, des yeux qui ne manquèrent rien. Margot s'était minutieusement renseignée sur elle. Helena Cross avait la réputation de percer les faux-semblants et mépriser la manipulation. C'était leur meilleur espoir, bien qu'Owen Hastings, l'avocat de Victoria, soit un virtuose de la manipulation. Dans la salle d'audience, Victoria était assise à côté de Hastings, portrait vivant de la dignité offensée. Elle était vêtue d'un noir discret, jouant le rôle de la fille endeuillée, privée de son héritage légitime. Hastings était un prédateur en costume de Savile Row. Son sourire était rôdé et vide. L'avocate de Margot, une jeune femme nommée Rebecca Walsh qu'elle pouvait à peine se permettre, semblait nerveuse. Leur force était inégale, et tout le monde le savait. « À l'ordre », annonça le greffier. La juge Cross entra, sa robe flottant. « Asseyez-vous. Maître Hastings, vous pouvez présenter votre déclaration liminaire. » Hastings se leva avec une grâce théâtrale. « Votre honneur, cette affaire concerne un homme âgé et vulnérable, Harold Bellamy. Monsieur Bellamy, dans les derniers mois de sa vie, a été systématiquement isolé et manipulé par une fille qu'il avait abandonnée pendant 2 décennies. Miss Margot Bellamy, il la désigna d'un geste à peine voilé de mépris, n'est réapparue que lorsque la santé de son père s'est détériorée, exploitant sa solitude et son déclin cognitif pour modifier radicalement son testament. » Les mains de Margot se serrèrent sur ses genoux. Chaque mot était un poison calculé. « Ma cliente Victoria Bellamy s'est consacrée à prendre soin de son père. Elle a dirigé son entreprise, géré ses affaires, assuré son confort. Pourtant, elle a été exclue de l'héritage principal au profit de quelqu'un qui n'a même pas pu assister à ses funérailles. » Hastings marqua une pause pour les faits. « Nous prouverons qu'Harold Bellamy n'avait pas la capacité de tester lorsque ce testament a été rédigé, et que mademoiselle Margot Bellamy a exercé une influence indue par le biais de la manipulation émotionnelle. » Il se rassit, rayonnant de satisfaction. La juge Cross se tourna vers Rebecca. « Maître Walsh. » Rebecca se leva. Sa voix était plus ferme que ce à quoi Margot s'attendait. « Votre honneur, les preuves montreront qu'Harold Bellamy était saint d'esprit, que ses dernières volontés reflétaient ses véritables désirs et que mademoiselle Margot Bellamy n'a eu aucun contact avec son père durant la période en question. La vérité, votre honneur, est bien différente de l'histoire que maître Hastings veut raconter. » Le premier jour fut brutal. Hastings fit défiler témoin après témoin. Des amis mondains qui connaissaient à peine Harold, des partenaires commerciaux qui attestèrent de la compétence de Victoria, un médecin qui témoigna de la détérioration de la santé d'Harold. Chaque témoignage dépeignait Margot comme un fantôme qui errait en marge de la vie d'Harold, invisible jusqu'à ce que l'argent entre en jeu. Pendant une pause, Victoria accula Margot dans le couloir. « Vous devriez abandonner, » dit-elle d'une voix basse et venimeuse. « Vous vous couvrez de honte. Cette maison ne vaut rien de toute façon. Sa démolition coûtera probablement plus cher que sa valeur. Prenez 50 000 livres et disparaissez dans vos livres. »« Pourquoi vous souciez-vous autant d'une maison sans valeur ?» demanda doucement Margot. Quelque chose vacilla dans les yeux de Victoria. Une peur rapidement dissimulée. « Je ne m'en soucie pas. Je me soucie que l'héritage de père ne soit pas terni par votre pathétique quête d'attention. » Mais Margot l'avait vu. Victoria savait quelque chose à propos de Whitmore House, quelque chose qui la terrifiait.
La percée eut lieu le 3e jour. Rebecca appela Theodore Pembroke à la barre. L'avocat âgé semblait d'abord réticent à témoigner, lié par le secret professionnel, mais quelque chose avait changé son avis. « Maître Pembroke, commença Rebecca, depuis combien d'années étiez-vous l'avocat d'Harold Bellamy ?»« 42 ans, répondit Théodore d'une voix égale. Et vous avez rédigé son dernier testament ? Oui. Selon votre opinion professionnelle, Harold Bellamy était-il sain d'esprit lorsqu'il vous a donné ses instructions pour ce testament ? Théodore regarda droit la juge Cross. Absolument. En fait, son esprit était plus clair ces derniers mois que je ne l'avais vu depuis des années. Il était déterminé, résolu. Hastings bondit. Objection. Spéculation. Rejeté, dit la juge Cross. Continuez, maître Pembroke. Harold Bellamy est venu à mon bureau 8 mois avant sa mort. Il a apporté avec lui une boîte de documents, principalement des lettres, qu'il avait récemment découvertes. Il a passé 3 heures à m'expliquer exactement ce qu'il voulait faire et pourquoi. Théodore marqua une pause. Il a insisté pour que Margot reçoive Whitmore House. Il a dit, et je cite, « Ma fille mérite de connaître la vérité et Victoria ne doit jamais la trouver. » La salle d'audience explosa. Hastings criait « Objection !» Victoria blêmit. Le marteau de la juge Cross s'abattit comme le tonnerre. « Silence, maître Hastings, approchez du banc. Maître Walsh, vous aussi. » Pendant la conférence à voix basse, Margot sentit son cœur battre à tout rompre. Théodore venait d'ouvrir une porte, et elle n'était pas sûre qu'il puisse la franchir. Quelle vérité! Qu'est-ce que son père avait caché à Whitmore House? Quand les avocats retournèrent à leur place, l'expression de la juge Cross était impénétrable. « Maître Pembroke, ces lettres que vous avez mentionnées, existent-elles toujours ?»« Oui, votre honneur, elles sont dans le coffre de notre cabinet. Harold m'en a donné des copies pour que je les garde. Je veux qu'elles soient représentées comme preuve demain matin. » Le regard de la juge Cross se déplaça vers Victoria. « Miss Victoria Bellamy, étiez-vous au courant de ces lettres ?» L'avocat de Victoria lui chuchota quelque chose d'urgent à l'oreille, mais elle l'ignora. « Je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Votre honneur, la maladie de mon père a clairement affecté son jugement. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » coupa la juge Cross. « Êtes-vous allé à Whitmore House au cours des 6 derniers mois ?» La question resta suspendue en l'air, telle une lame. « J'ai pu passer devant, je m'inquiétais de l'état de la propriété, » répondit Victoria. « Votre honneur, intervint Rebecca en sortant son téléphone. J'ai des photos prises par mademoiselle Margot Bellamy il y a 3 semaines. Les serrures de Whitmore House ont été récemment forcées. Quelqu'un a méticuleusement fouillé la propriété, causant des dommages considérables. Margot avait découvert l'effraction lors de sa première visite. Les pièces avaient été saccagées, les lattes du plancher arrachées, les murs inspectés. Quelqu'un cherchait désespérément quelque chose. Le visage de la juge Cross se durcit. L'audience est ajournée jusqu'à lundi. Maître Pembroke, je veux ces lettres. Maître Walsh, déposez une plainte à la police pour l'effraction. Et vous, Miss Victoria Bellamy, sa voix aurait pu couper de l'acier. Si je découvre que vous avez interféré avec les preuves ou cette propriété, je vous tiendrai pour outrage à la cour. C'est clair ? Oui, votre honneur, murmura Victoria. Alors que la salle se vidait, Margot croisa le regard de Théodore. Il lui fit un imperceptible signe de tête, reconnaissant leur alliance. Les secrets étaient sur le point d'être révélés. Dehors, Rebecca attrapa le bras de Margot. « Qu'y a-t-il dans ces lettres ? Tu le sais ?» Margot repensa à la clé que son père lui avait laissée et au coffre-fort qu'elle avait ouvert quelques semaines plus tôt. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres de la main de sa mère, adressée à Harold mais retournée non ouverte, et un journal intime en cuir, rempli des aveux angoissés de son père. Elle savait exactement ce qu'il y avait dans ces lettres. Elles révélèrent que Victoria n'était pas du tout la fille adoptive d'Harold. Patricia avait menti sur tout. Victoria était la fille d'un rival commercial d'Harold, infiltré dans la famille pour voler des secrets industriels. Et Whitmore House contenait les preuves, les documents que sa mère avait cachés avant de mourir, une assurance contre les manipulations de Patricia. Harold avait découvert la vérité trop tard. Une fois Victoria déjà enracinée dans l'entreprise, il avait passé ses derniers mois à protéger ce qui restait, laissant à Victoria l'entreprise qu'elle avait gagnée par la tromperie, mais s'assurant que Margot obtiendrait la vérité. « Les lettres, dit doucement Margot, vont tout changer. » Victoria sortit du palais de justice. Son masque avait enfin glissé. Elle regarda fixement Margot, et son expression était de la pure haine. La guerre avait sérieusement commencé. La salle d'audience était silencieuse tandis que la juge Helena Cross lisait les lettres à haute voix. Chaque mot était une explosion, détruisant le mensonge soigneusement construit dans lequel Victoria Bellamy avait vécu pendant 23 ans. « Mon cher Harold, lisait la juge Cross de l'écriture élégante de la mère de Margot, une lettre datée de 18 mois avant sa mort.
J'ai découvert quelque chose de terrible à propos de Patricia et de sa fille. Les documents que j'ai trouvés dans ton bureau, les manifestes de fret de Bellamy Maritime, des contrats portuaires confidentiels. Victoria les photographiait. Je l'ai suivi à une réunion avec Richard Blackwell, ton concurrent, ton ennemi. Harald, ils nous utilisent. Ils utilisent notre famille. J'ai fait des copies et je les ai cachées à Whitmore. S'il te plaît, nous devons agir prudemment. Notre fille Margot doit être protégée de cela. Victoria restait figée. Sa façade coûteuse se fissurait comme de la porcelaine. Owen Hastings avait la tête entre les mains. Patricia, convoquée comme témoin le matin même, s'était déjà enfuie de la salle d'audience en larmes. Theodore Pembroke avait tout apporté. 37 lettres, retournées non ouvertes. Le journal d'Harald, documentant ses découvertes, et, le plus accablant, les relevés bancaires. Il montrait tant des paiements de Blackwell Industries vers les comptes en espèces de Patricia, datant de 25 ans. « Maître Hastings, dit la juge Cross d'une voix glaciale, votre cliente souhaite-t-elle poursuivre cette contestation ?» Hastings se leva lentement. Il regarda Victoria, qui tremblait, puis de nouveau la juge. « Votre honneur, nous retirons respectueusement notre requête. » Sage décision. Les yeux de la juge Cross étaient de silex. De plus, je transmets ce dossier au service des poursuites de la couronne. Miss Victoria Bellamy, bien que l'espionnage industriel dépasse la juridiction de ce tribunal, votre tentative de fraude envers mademoiselle Margot Bellamy par de faux témoignages et la destruction de biens n'en dépasse pas. Vous serez contacté par des enquêteurs. Victoria se leva sur des jambes tremblantes. Juste un instant, elle regarda Margot, non plus avec haine, mais avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. La vie qu'elle avait construite s'effondrait. L'identité qu'elle avait portée comme une armure se désintégrait. Le testament initial s'est maintenu, décida la juge Cross. L'audience est levée. Alors que la salle se vidait, Rebecca serra fort Margot dans ses bras. « Tu as gagné, tu as vraiment gagné. » Mais Margot ne ressentait aucun triomphe, seulement un épuisement vide. Elle avait gagné son héritage, mais le prix était de découvrir que toute son enfance avait été un champ de bataille dont elle ignorait l'existence. Théodore s'approcha. Son expression était plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. « Ta mère était une femme remarquable, Margot. Elle t'a protégée de la seule façon possible. » En cachant la vérité, en la préservant, corrigea Théodore. Elle savait que Patricia détruirait toute preuve trouvée, alors elle a créé une énigme que toi seul pouvais résoudre, cachée dans le seul endroit où Victoria ne chercherait jamais méticuleusement. La maison remplie du souvenir de ta mère. Finalement, Margot avait tout trouvé. Derrière une brique décellée dans la cheminée de sa chambre d'enfant, les grands livres comptables, les documents photographiés, et même un enregistrement d'une conversation entre Patricia et Blackwell, discutant de la manière de maximiser les renseignements que Victoria pouvait recueillir. Sa mère avait constitué un dossier prévoyant de les exposer, mais le cancer avait été plus rapide. Elle était morte en protégeant Margot d'une vérité qui aurait détruit leur famille encore plus vite. « Qu'adviendra-t-il de Victoria maintenant ?» demanda Margot. « Le service des poursuites enquêtera. Il y aura probablement des accusations de fraude, peut-être d'espionnage, bien que cette affaire soit complexe. » Théodore marqua une pause. « Le journal de ton père indique qu'il était au courant depuis 2 ans, mais qu'il n'a rien fait. Il protégeait la réputation de l'entreprise. Je pense que son dernier acte a été de s'assurer que tu reçoives les preuves. Ainsi, le choix de ce qu'il fallait en faire devenait ta responsabilité, pas la sienne. Alors il m'a légué la vérité, et la liberté de décider quelle vérité valait la peine d'être dite, conclut Théodore. 1 an plus tard, Margot se tenait dans le hall majestueux de Whitmore House, la reconnaissant à peine. La maison de plage délabrée avait été transformée en quelque chose que sa mère aurait adoré, un mémorial vivant à la vérité et aux secondes chances. La fondation Whitmore pour l'alphabétisation et les arts occupait le manoir restauré. La bibliothèque, où Margot avait trouvé les preuves cachées de sa mère, contenait désormais 10 000 livres, gratuits pour la communauté locale. L'atelier de sa mère était devenu une salle de classe d'art. La chambre principale était maintenant une salle de lecture avec des baies vitrées donnant sur la mer. Une jeune femme s'approcha nerveusement de Margot. Elle avait 19 ans, des traits vifs et un espoir prudent. « Je suis Nina Arteaga. Je suis ici pour l'entretien pour la résidence de création, » dit-elle. Margot sourit, se souvenant de la fille qu'elle avait été. Invisible, incertaine, ignorée. « Appelez-moi Margot, s'il vous plaît. Parlez-moi de votre travail. » Nina sortit un carnet usé. « J'écris sur mon quartier, sur les gens comme ma mère, qui cumulent 3 emplois et n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Mais je n'avais pas les moyens d'aller à l'université, alors je travaille de nuit dans un entrepôt et j'écris pendant mes pauses.
Quand j'ai vu l'annonce de votre fondation, sans frais de dossier, sans exigence de diplôme, juste envoyer votre travail, je me suis dit que peut-être quelqu'un le lirait vraiment. J'ai lu chaque mot, dit doucement Margot. Vous avez un don, Nina, une voix authentique, c'est pourquoi vous êtes ici. Mais il y a probablement des centaines d'autres candidats, plus qualifiés. Les qualifications ne sont pas la même chose que le talent, l'interrompit Margot. Ma mère m'a appris cela. Elle croyait que les voix les plus importantes sont souvent les plus silencieuses, et qu'en donnant à quelqu'un la chance d'être entendu, on peut tout changer. Elle tendit un dossier à Nina. Résidence de 6 mois, chambre privée, bourse complète. Aucune obligation à part écrire honnêtement. La seule règle est qu'il est interdit de douter de soi ici. C'est un lieu pour la vérité. Les yeux de Nina s'emplirent de larmes. Pourquoi faites-vous cela ? Margot regarda autour d'elle la maison. La maison de sa mère. Sa maison. Maintenant, une maison pour tous. Parce que quelqu'un a un jour caché la vérité pour me protéger, et quelqu'un d'autre l'a révélée pour me libérer. La vérité, c'était l'héritage le plus précieux, Nina. C'est la seule chose qui vaille la peine d'être transmise. Par la fenêtre, elle pouvait voir la mer que sa mère avait tant aimée. Quelque part, Victoria reconstruisait sa vie sous un nouveau nom. Patricia faisait face à des accusations de fraude, et l'empire Bellamy Maritime avait été démantelé et vendu. Ses actifs avaient été distribués à des organisations caritatives, comme Margot l'avait ordonné. Elle n'avait gardé que Whitmore House et suffisamment de fonds pour entretenir la fondation. Elle avait donné le reste à des programmes d'alphabétisation, à l'aide juridique, des organisations qui aident les gens à trouver leur voie. L'argent n'avait jamais été l'enjeu principal. Le dernier cadeau de son père n'était pas la richesse, mais la vérité et la liberté de décider quoi en faire. « Venez, dit Margot à Nina, je vais vous montrer votre chambre. Il y a un bureau près de la fenêtre où la lumière est parfaite le matin. Ma mère y écrivait souvent. Elle disait toujours que cette maison gardait des histoires dans ses murs. » En montant les escaliers, Margot se souvint de ce jour au tribunal où elle se tenait, invisible et oubliée, pendant que Victoria semblait tout rafler. Elle avait quitté la lecture du testament en pensant n'avoir hérité que d'une maison de plage délabrée et des excuses énigmatiques de son père. Au lieu de cela, elle avait hérité de quelque chose de bien plus précieux. La connaissance que passer inaperçue peut être le plus grand des avantages, que le silence peut être l'arme la plus puissante et que la fille oubliée peut devenir la fondatrice d'un nouvel héritage. Finalement, Victoria avait eu raison sur un point. Whitmore House ne valait rien en tant que propriété, mais en tant que sanctuaire pour la vérité, pour les secondes chances, pour les voix qui méritent d'être entendues, elle était inestimable. Et c'était le seul héritage qui comptait.